heureusement que Francis Olilo il est venu pour combler ce manque pour tous ces élèves qui voudraient, ces futurs coiffeurs qui voudraient un jour exercer leur métier correctement. Alors, je suis Francis Olilo, directeur de l'école Olilo Paris. Quand on vient dans cette école, on trouve vraiment ce qu'on vient chercher. Tous les entrepreneurs, des artisans, que ce soit que vous soyez au niveau de la restauration, que vous soyez au niveau de la beauté, tout ce que vous voulez. Il y a une synergie à créer en fait. Je vous donne un rendez-vous tous les mois sur Eco de Paris, sur Boss Africa. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il a été l'un des premiers intellectuels africains à expliquer et démontrer à travers cet ouvrage, alors si vous ne l'avez pas encore lu, c'est l'occasion de le lire et de vous le procurer, donc à travers cet ouvrage, comment la France maintenait l'Afrique francophone, notamment dans une camisole de force. Nous parlons du franc CFA. Mon invité aujourd'hui, Eco de Paris, bienvenue. Merci d'être là, merci de rester jusqu'à la fin de cette émission. Mon invité, c'est Nicolas Agbou, le professeur Nicolas Agbou. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Kiki. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi. Alors, la tradition veut qu'on se tutoie. Alors, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on se tutoie, professeur? On se tutoie, on se voit. On se tutoie, même si c'est pas évident, hein, quand on a affaire à un sage. On se vous voit, mais on va tomber le masque, hein, c'est le but de l'émission. Alors nous allons parler de vous, de votre parcours, mais surtout justement du franc CFA qui devient l'écho pour une partie, pour certains pays d'Afrique de l'Ouest, 8 pays. Donc le duo Macron-Ouattara a décidé le 21 décembre dernier que désormais le franc CFA ne serait plus le franc CFA, il s'appellerait désormais l'écho. Et pour vous qui vous battez justement pour sortir l'Afrique de cette camisole qu'on appelle le franc CFA, c'est une petite porte qui s'ouvre. Expliquez-moi. Oui. D'abord, cette petite porte qui s'ouvre, c'est-à-dire c'est une réformette. C'est une réformette. Voilà, qui pour nous est salutaire. Mais je pense qu'avant d'aller dans le fond du débat, il serait bon de faire quelques remarques sur la forme. Voilà, donc si vous me permettez, on pourrait effectivement... Je vous permets. Voilà. Et la première remarque à la forme, c'est que l'écho n'est pas approuvé par ce que je pourrais appeler par le peuple africain, et ou alors par les représentants du peuple africain, qu'on appelle les parlementaires. Parce que la monnaie, dans tous les pays du monde, appartient toujours et toujours au peuple. Donc, quand on veut créer une nouvelle monnaie, on doit savoir l'avis du peuple. On doit consulter et le donc, peuple. par voie référendaire ou alors par voie parlementaire. Ce qui n'est pas le cas. On a dit tout simplement que la monnaie CEDEAO s'appelle l'écho, le diminutif de ECOWAS. Bon. Alors, moi, je vais me faire, si vous permettez, si tu permets, professeur, si tu permets, Nicolas, je vais me faire l'avocat du diable. Macron et Ouattara étaient des fervents défenseurs, justement, de ce franc CFA. Ils ont écouté, justement, le peuple. Macron a même déclaré que c'est sous l'injonction de la jeunesse africaine qu'il a décidé, justement, c'est une façon de parler, de retourner sa veste et de dire qu'il faut maintenant changer de monnaie. Oui. C'est ce que j'appelle, je vais revenir sur le fond après. Mais je voudrais déjà balayer sur le problème de la forme. Si on veut faire du sérieux,
on doit d'abord demander l'avis du peuple. Ça, c'est déjà la première remarque. Deuxième remarque, cette annonce a été faite à Abidjan, bien sûr, le 21 décembre, Oui. par M. Macron, les présidents Macron et Ouattara. Bon. Si on analyse sérieusement, l'écho d'abord, c'est le nom de la monnaie CEDEAO qui est en projet. Donc, si on doit annoncer que l'écho est là, ou bien sera là, nous sommes quand même surpris de constater que cette annonce est faite en présence d'un seul président africain, qui est ici la personne de M. Macron. Non, M. Ouattara. On se pose la question, est-ce qu'il a vraiment le mandat des autres dirigeants africains qui vont être membres de la zone monétaire dite de l'ECO, enfin de la CEDEAO. Ça, c'est déjà premier. Au niveau même de la France, c'est la France qui a créé le franc CFA. Donc, si la France doit supprimer le franc CFA, cela suppose qu'il y a un minimum de comportement à avoir, ne serait-ce qu'au niveau du Parlement français. À notre connaissance, ce n'est pas le cas. Ou alors, comme le général de Gaulle l'avait créé par un simple décret. Donc, au minimum, en Conseil des ministres français, ce qui n'est pas le cas. Donc, tout ça, ça nous laisse des interrogations pour dire est-ce que c'est du sérieux ou pas. Mais, dans tous les cas, nous saisissons la balle au bout. Ce qui exige pour nous, c'est cette déclaration qui est verbale. Il faut qu'elle soit écrite. Mais surtout, il faut qu'elle soit suivie de la dénonciation des accords monétaires franco-africains qui existent. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de dénonciation des accords monétaires? Oui, c'est-à-dire que les accords de coopération monétaire qui existent entre la France et les autres pays, et les pays africains utilisateurs du franc CFA, il y a des accords. Donc, il y a une remise en cause de ces accords-là. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut que cette déclaration, il faut que cette remise en cause soit sanctionnée par la dénonciation de ces accords. Maintenant qu'on a fini de dénoncer, on peut maintenant rentrer dans ce que j'appelle dans le fond. Dans le fond. Voilà, ce sont là les différentes, ce sont les différentes remarques sur la forme. Maintenant, alors dans le fond, qu'est-ce qui va changer? Dans le fond, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est-à-dire que, d'abord, nous remarquons que c'est un aveu fait par la France à travers le président Macron. Un aveu de quoi? Un aveu, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans, nous ne faisons que dénoncer le nazisme monétaire que la France applique contre l'Afrique. Alors justement, quand on parle du franc CFA, on parle souvent de la France. Mais dans ce livre-là, justement, vous parlez de nazisme monétaire. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut Et dire? je pèse les mots. Il ne s'agit pas d'une métaphore. Il s'agit des faits historiquement vécus par la France. Donc, nous disons... Alors vous voulez dire en fait que la France a mis en place le franc CFA, on va dire presque sous la menace des nazis? Non, c'est-à-dire c'est quoi exactement? Je vais expliquer parce que c'est là, il faut que les Africains comprennent. C'est-à-dire que quand la France a été prise par les Allemands nazis, Deuxième Guerre mondiale. Nous, quand on parle du nazisme, on ne connaît que l'aspect du sang versé par les nazis. Mais il n'y a pas que ça. Les nazis, quand ils prennent un pays, comme par exemple la France, imposent aux pays vassalisés une monnaie coloniale. Et c'est à travers cette monnaie coloniale que les nazis pillent méthodiquement le pays comme la France. Et ça, la France en a payé le prix cher, un prix très très élevé. Donc quand les nazis sont partis, quand les nazis ont été repoussés, et je le souligne au passage, grâce à la coopération, sinon à l'aide substantielle apportée par les Africains, à la grande surprise du monde entier, la France a appliqué le même nazisme monétaire contre les Africains depuis 1945 jusqu'à la seconde où nous parlons. Donc, quand la France, à travers le président Macron,
dit que maintenant, il faut supprimer le franc CFA, eh bien, pour nous, c'est une occasion à saisir pour dire amplement aux Africains que voilà ce qu'on vous disait pendant longtemps, que la France appliquait ce qui était inacceptable. C'est-à-dire, la France supprime le franc CFA, comme les Allemands ont supprimé la monnaie coloniale que les Allemands a imposée avaient aux Français. Bon, ça c'est déjà le premier élément. Deuxièmement, la France dit ceci, elle retire de la gestion du franc CFA, c'est-à-dire du conseil d'administration et du comité de politique monétaire, elle retire les Français à partir de maintenant. Ça, c'est la nouveauté. Hein. Ça, c'est la nouveauté. Voilà. Et nous disons, effectivement, la France a pris conscience, sous la pression des Africains, bien sûr, grâce aux travaux que nous avons faits, grâce à différentes conférences que nous faisons, eh bien, la France a compris qu'il faut arrêter le nazisme monétaire. Pourquoi? Parce que, historiquement, quand les Français étaient sous la domination des Allemands nazis, eh bien, il y avait des nazis dans la gestion de la Banque centrale de France. Je donnerai simplement le cas du nazi docteur Schaffer, qui a été mandaté par Adolf Hitler de venir gérer la Banque de France. Et quand le gouverneur de la Banque de France, en la personne d'Eugène Fournier, qui venait d'arriver même de Bordeaux parce que le siège de la Banque centrale avait été transféré à Bordeaux, quand il est revenu à Paris, eh bien, les nazis sont venus et ils ont dit, voilà, nous sommes venus pour co-gérer la Banque de France. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu tout simplement l'ambassadeur plénipotentiaire Eman, l'ambassadeur allemand qui était ici, eh bien, le 9 mai 1941, il est parti à Wiesbaden pour annoncer l'installation des nazis au cœur du système financier de la France. Et il a dit clairement que l'amiral Darlan avait approuvé l'installation des nazis à la Banque de France, Professeur, etc. Comment la France, puis, justement, a réussi à sortir du joug des Allemands? Mais ça, c'est la guerre. Quand la guerre C'est s'est quand arrêtée, la guerre a pris fin. Oui. Et la guerre, bon, ça c'est encore un gros morceau, mais nous savons très bien, si vous voulez, nous disons que la libération de la France, eh bien, l'Afrique a participé sérieusement. Donc, si vous voulez qu'on en parle rapidement, on peut toujours en parler. Mais ce qu'il faut retenir pour être concentré sur ce problème monétaire, c'est que quand l'Allemagne et la France a été libérées, c'est là qu'elle a appliqué ce nazisme monétaire. Donc, nous disons de façon froide, Emmanuel Macron, président de la France, ne fait que simplement supprimer le nazisme monétaire par pans entiers. Et c'est en retirant les Français de la gestion du franc CFA, eh bien, la France ne fait que simplement dire non au nazisme monétaire. Parce que quand on est membre, quand on gère une banque centrale, ça veut dire quoi? Eh bien, on maîtrise la banque. Si on maîtrise la banque centrale, on maîtrise toutes les banques commerciales où les citoyens, là, vous et moi, nous avons notre compte. Et à partir de là, on maîtrise toute l'économie. Parce que quand on maîtrise la banque centrale, c'est là qu'on maîtrise ce qu'on appelle la politique de crédit. On peut donner des crédits bancaires à qui on veut. Conditions sine qua non pour que les chefs d'entreprise puissent entreprendre, pour que les ménages puissent avoir accès à des crédits et puis consommer, etc. Pendant longtemps, les Allemands l'ont fait sur la France. Et la France, depuis 1947 jusqu'à présent, elle est omniprésente dans la gestion des banques centrales africaines. Voilà pourquoi il est difficile, mais très difficile aux Africains, d'accéder à des crédits bancaires et donc d'entreprendre. En un mot, celui qui maîtrise la monnaie, maîtrise la banque centrale, maîtrise tous les circuits financiers et met sous l'éteignoir
le génie productif, le génie inventif qui sommeille dans le peuple. Voilà pourquoi les Africains sont là. Sinon, comment on peut concevoir? Voilà des pays qui sont assis sur des richesses inouïes, mais qui ne peuvent pas en profiter. Dans cette partie du monde qu'on appelle la zone franc CFA, c'est bien ça. Il y a une expression qui revient constamment dans tous les pays de l'Afrique francophone. Il me manque les moyens. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent. Mais pourquoi on n'a pas d'argent? La monnaie, c'est-à-dire l'argent qu'on appelle la monnaie communément, est dans les mains de l'occupant. Alors, on va y C'est revenir. Hein. Nous recevons aujourd'hui, Écho de Paris, Nicolas Agbohou. Il est, alors je ne vous l'ai pas dit au départ, c'est grave ça, docteur en économie politique, hein, Oui. professeur. Alors, c'est l'auteur de ce livre, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Le livre est paru en 1999. Donc, il y a un long combat, il y a une histoire derrière tout ça. Et nous allons donc le découvrir avec notre invité. Restez avec moi, vous regardez Écho de Paris. Bien. Donc, ça c'est un des éléments, c'est-à-dire supprimer le nom du franc CFA. Parce que si on dit franc CFA, la France est un vecteur du nazisme monétaire. Deuxièmement, on retire de la gestion de la Banque centrale des Français. Troisièmement, C'est une bonne mesure, ça. ce sont des bonnes mesures, mais il faut que les Africains comprennent pour pouvoir mener le combat, parce que nous disons que ce sont des réformettes, c'est-à-dire que c'est des petites réformes, mais... Oui, mais c'est un bon début quand même. Non, c'est un bon début. C'est un bon début. Mais il faut expliquer aux Africains que le combat ne fait que commencer. Tout à fait. Voilà. Deuxième mesure, enfin troisième mesure, c'est la suppression des comptes d'opération. Alors, ces comptes d'opération... Ça veut dire quoi? Voilà. Ces comptes d'opération, eh bien, ce n'est rien d'autre que, encore du nazisme monétaire que la France supprime. Pourquoi? Parce que ces comptes d'opération ne sont rien d'autre que la modernisation de ce qu'on appelle le clearing. Le clearing, c'était le compte d'opération que les Allemands avaient inventé pour piller méthodiquement la France. C'est-à-dire, les Allemands obligeaient les Africains, non, les Allemands obligeaient la France à exporter vers l'Allemagne des biens dont les Allemands Alors, avaient comment besoin. se fait-il, comment la France a-t-elle réussi à, effectivement, c'est la fin de la guerre, mais comment a-t-elle réussi justement à sortir de ce nazisme monétaire imposé par les Allemands? Comment a-t-elle fait? Non, une fois la guerre a pris fin, c'est terminé, les Allemands sont rentrés chez eux. Oui, mais la question autrement posée, c'est que nous sommes indépendants, enfin, nous sommes indépendants en 1960, normalement, on devrait avoir notre monnaie, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Est-ce que vous voyez Mais la relation? Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que la France, qui n'a jamais voulu décoloniser, a pu trouver des stratégies pour dire que, bon, voilà. D'abord, n'oublions pas que la guerre a pris fin. La deuxième guerre a pris fin en 1945. Mais les Africains n'ont pas eu l'indépendance politique immédiatement en 1945, malgré la promesse. Il a fallu attendre 1960. 1960. Voilà. Donc, la France, qui sait que son avenir dépend des richesses de l'Afrique, n'a jamais voulu décoloniser. Elle n'a fait que simplement moderniser. Et n'oublions pas encore l'esprit de la France. Nous y reviendrons peut-être. La France a aboli l'esclavage et elle l'a rétabli avec Napoléon avant de le supprimer en 1848. La France a donné l'indépendance politique, mais nous avons eu ce qu'on appelle la France-Afrique. Donc, si la même France donne aujourd'hui ce qu'on appelle, elle a proposé ce qu'on appelle le franc CFA, et nous avons eu le nazisme monétaire. Donc, si la même France propose la modernisation du franc CFA, il appartient aux Africains de faire extrêmement attention. Et si vous me permettez, on va revenir. Mais je voudrais méthodiquement expliquer... Si tu permets, Nicolas, Voilà. alors j'en profite donc pour rappeler à nos téléspectateurs que vous regardez Écho de Paris. Mon invité, c'est Nicolas Agbohou, l'auteur de cet ouvrage, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, paru en 1999. On va y revenir hein, sur ce livre et de comment est né ce livre. Ce que j'aimerais vous poser comme question, et vous répondez à france@voxafrica.com, c'est êtes-vous pour ou contre l'écho?
êtes-vous pour ou contre l'éco, donc cette monnaie qui nous a, on va dire, presque été imposée par le duo Macron-Ouattara? Donc vous m'écrivez france@voxafrica.com. Nicolas Abou, alors il est de tradition dans cette émission de poser des questions et de faire référence à cette calebasse magique. Donc avant que je tire une question, mais j'aimerais que tu lèves la main droite et que tu dises... Tu déclares, oui, oui. Je déclare dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Oui. Oui? Ok. D'accord, la vérité, rien que la vérité. Voilà. Alors, question de la calebasse. Ah. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Bien. Est-ce que tu réponds à ça? Parce que Non, mais je dirais tout simplement que si... Bon, d'abord, dis que je l'aime ou je la quitte. Bon, c'est une expression, je crois, qui a été prononcée pour la première fois par Sarkozy, etc. Mais je pourrais aussi dire que qui est le premier à occuper la France? Je dirais, à peu près la France. Sauf pour les incultes. Ceux qui ont occupé la France pour la première fois, ce sont des Africains noirs. Et j'insiste sur le mot noir. Alors ici, on ne dit pas noir. Non, non, mais ici, j'ai fait sur Vox Africa, on ne dit pas noir, on dit africain. Donc, ce sont les Africains. C'est réducteur, oui. Ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Voilà. Et que les autres qui sont aujourd'hui les occupants ne sont rien d'autre que les descendants des Africains. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que les Africains sont les premiers occupants de la France? Ils sont les premiers occupants de l'Europe. C'est eux qui ont fécondé l'humanité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, bon, l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça c'est sûr. Non seulement de là à dire que les Africains sont les premiers habitants de l'Europe, est-ce que tu ne vas pas un peu fort? Ce n'est pas une métaphore. C'est-à-dire que ceux qui ont occupé l'Europe, ceux qui ont fécondé humainement l'Europe, ce sont les Africains. Vous voyez? Bon, maintenant, si vous voulez qu'on revienne de façon, je dirais, terre à terre, il dit que c'est simplement, si les Européens veulent que les Africains quittent l'Europe, nous sommes totalement d'accord. Mais il faut qu'en même temps, réciproquement, que ces mêmes Européens ne mettent pas pied en Afrique. C'est aussi évident que ça. Moi, ce que ça me renvoie, puisque tu parles beaucoup de l'Allemagne et de la France, aujourd'hui, ce sont des pays qui ont choisi d'avoir un destin commun, n'est-ce pas? L'Allemagne et la France, alors qu'ils se sont vraiment combattus. Oui. Autrement dit, et quand je reviens à notre histoire commune avec la France, alors je vais citer Le Monde qui déclare que ce débat sur le franc CFA sert d'exutoire commode aux colères africaines et d'alibi pour les insuffisances du continent, immobilisme politique. Le fait que, par exemple, Emmanuel Macron décrète que maintenant, c'est plus le CFA, c'est l'éco, c'est parce que certains présidents en Afrique de l'Ouest tergiversent, ils sont dans une espèce d'immobilisme, donc il faut bien décider. Alors, Le Monde déclare aussi corruption endémique et climat des affaires déficient. Est-ce que ça ne sert pas d'exutoire, justement, cette question du franc CFA? Très bien. Écoutez, nous allons à l'essentiel. D'abord, je rappelle, il ne s'agit pas de défendre, mais je rappelle que la corruption n'est pas un attribut spécifique de l'Afrique. La corruption, elle est mondiale. Nous sommes en France, je ne vous fais pas un dessin, on voit des gens partout. Qu'on arrive à indexer, à mettre en prison. Ils sont indexés et le système joue son rôle. Quand un homme politique est indexé et susceptible d'avoir détourné de l'argent ou à des fonds quelque part dans une banque, donc, il est jeté en prison. Ce n'est pas le cas dans nos pays africains. L'Afrique a ses propres efforts à faire. Ça, je ne nie pas. Mais je dis et je répète, lorsqu'un pays est indépendant aujourd'hui, vendredi, demain samedi, ce pays sort sa monnaie. Condition sine qua non pour pouvoir faire travailler l'effort de travail qui sommeille dans le peuple. Oui, mais ça se prépare quand même. Ça se prépare. Que ça soit préparé ou pas, ça veut dire en général, l'indépendance politique se prépare. C'est ce que ça veut dire. Donc quand on dit aujourd'hui, vendredi, l'indépendance économique également. Politique, l'indépendance financière aussi. Une fois on a fini de danser, faire la fête, tout ça, le samedi,
on sort la monnaie. Parce qu'on n'est plus dans une économie de troc. Le troc, c'est quand on échange les biens contre les biens. Donc, ça, c'est indispensable. Et c'est le travail, le génie productif du peuple. C'est ça qui libère, hein, qui fait créer la richesse. C'est le génie productif du peuple, d'accord, mais c'est quand même les décisions des gouvernants, de nos politiques, de nos présidents. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord, mais je dis que le fait qu'il y a la monnaie qui est en exil, qui est dans les mains de l'occupant, d'hier, parce que quand on dit hier, on parle depuis l'esclavage, hein, jusqu'à la colonisation. Maintenant, nous sommes dans la néocolonisation. Nous disons qu'il faut couper radicalement le cordon ombilical monétaire entre la France et les autres pays qui sont actuellement vassalisés. Voilà. Il faut laisser les Africains libres, vraiment libres. Et ils vont entreprendre. Ça suppose que l'Afrique doit prendre en main sa responsabilité, ses responsabilités et prendre en main sa propre monnaie. Oui, on est entièrement d'accord. D'ailleurs, même... Alors, comment y arriver? Mais il faut y arriver tout simplement par des décisions politiques, mais qui n'arrivent jamais à temps. Non, mais j'arrive. Qui n'arrivent jamais à temps. Oui, j'arrive. Je vais prendre des exemples. Oui. Je vais prendre des exemples. Prenons le cas, puisque nous sommes dans la zone franc CFA. Tous ceux qui ont contesté l'ordre monétaire établi par l'occupant, c'est-à-dire par la France, d'une manière ou d'une autre, ils ont perdu le pouvoir dans le meilleur des cas. Sinon, c'est la vie elle-même. On peut citer quelques exemples. On a vu par exemple le cas de Sékou Touré, qui a dit de façon singulière non à ce que la France a proposé, mais on a vu ce que la France a fait comme réaction. Elle est partie déverser des faux francs guinéens, etc. Oui. Bon, je vais sauter les étapes pour dire tout simplement avec Sylvanus Olympio du Togo, qui voulait créer sa propre monnaie. Le 15 janvier 1963, ça devait circuler. 2 jours avant, on l'a exécuté. Et alors, on peut multiplier tout ça, c'est pour Nicolas dire Agbou, que ce n'est pas facile. Cette histoire-là, on la connaît, mais est-ce que c'est pas redondant, c'est fatigant de ressasser ce passé? On est entièrement je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a fait un pas que les autres présidents français n'ont pas fait. C'est pourquoi nous disons c'est une je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron a dit que s'il décide avec son homologue ivoirien de passer du CFA à l'ECO, c'est parce qu'il l'a fait sous la pression de la jeunesse. Voilà. Donc, ressasser cette histoire, je pense qu'on va un peu arrêter. Je pense qu'il faut aussi qu'à un moment, les Africains prennent leurs responsabilités. De ton point de vue, maintenant on passe à l'ECO, hein, pour 8 pays en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les décisions à prendre, sachant que l'ECO va entrer effectivement, on va dire, va exister à partir de juillet 2020. Et quelles sont les mesures à prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Cela veut dire ceci. Puisque l'ECO, d'abord, il faut rappeler que ce qui a été dit à Dijon, on dit que, bon, ceux qui sont prêts pour utiliser l'ECO, ils vont utiliser l'ECO, mais avec le principe de la fixité des parités. Ce qui n'est pas du tout... Alors, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que dans l'état actuel, 1 euro s'échange contre 656 francs CFA en arrondissant. C'est ça. Et ça ne bouge pas, ça reste fixe. Quand demain, le nom franc CFA sera supprimé et qu'on va mettre ECO, ça sera toujours la même chose. Voilà ce qu'on veut dire. Bien. Et nous disons, ça encore, c'est un problème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux qui sont, je dirais, propriétaires du mot éco, ceux qui l'ont inventé, ce sont les gens de lui, non pas de lui et moi, mais de la CEDEAO. Oui. Et cela, c'est écrit que ça sera le principe du régime d'échange flexible. C'est-à-dire, ça ne sera pas toujours 656 francs. Ça veut dire que l'éco peut changer? Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont choisir, par exemple, ce qu'on appelle un panier de monnaie. C'est-à-dire l'éco sera rattaché non pas seulement à l'euro, mais ça peut être rattaché aussi bien à l'euro, comme au dollar, comme au yen, etc. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose?
Si, c'est une très bonne chose. Oui. Voilà, c'est une très bonne chose. Mais ce que nous sommes en train de dire, là, ce qui va se passer, ce qui va changer, nous attendons effectivement des textes écrits qui définissent le fonctionnement de l'éco. Alors, ce qu'on Donc, sait, oui. déjà, hein, c'est fin de l'obligation pour les États africains de verser 50% de leurs réserves Voilà. de change au Trésor français Oui, et de la présence française au conseil d'administration de la Banque centrale à Dakar. oui. Maintien de la garantie de la France et de l'arrimage à l'euro. Voilà. Et Ouais. c'est là... Ça veut dire que quelque part, la France ne laisse pas ces 8 pays africains d'Afrique de l'Ouest comme ça, libre. libres. Voilà. Et c'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe. C'est là le paradoxe. Pas nous disons que c'est Donc, en fait, ce maintenant le qu'il combat aurait été mieux de faire, c'était que la France ne soit plus garant financier. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment, puisque la France a toujours dit, elle justifie sa présence dans la gestion des francs CFA parce qu'elle donne sa garantie. Le mot garantie, ça veut dire tout simplement que s'il manque de devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, aux pays africains, la France, dans sa est garante. générosité, va donner ces devises-là. Nous disons froidement Non. que c'est inexact. C'est inexact parce que jamais, ça ne s'est Jamais c'est produit. arrivé. Voilà. Et ça ne pouvait pas arriver parce que qui produit les francs CFA? C'est la France. C'est elle qui imprime. Donc, vous voyez bien que quand elle dit fin des comptes d'opération, fin du dépôt obligatoire des 50%, la logique veut qu'elle dise, bon, la garantie française disparaît aussi. Mais en fait, derrière ça, ça veut dire que la France n'est pas sur le point de partir. Parce que Emmanuel Macron dit qu'il faut rompre les amarres pour faire plaisir, enfin, pour satisfaire la demande de la jeunesse. Mais il faut aller jusqu'au bout. Nous ne faisons que... Nous avons le devoir de Donc, en fait, l'encourager. c'est couper carrément le lien avec la France, Mais c'est ceci, à c'est tous les pas- niveaux. Mais c'est ce qui doit... Est-ce que les Oui. États africains sont préparés à ça? Mais bien sûr, Oui. pourquoi? Je vais prêcher par l'exemple. Lorsque on donne tout de suite le classement des pays africains, selon, par exemple, l'indice de développement humain, qui est en tête? C'est les Seychelles. Ils n'utilisent pas le franc CFA. Le second pays, c'est ce qu'on appelle l'île Maurice. Ils n'utilisent pas le franc CFA. Troisième pays, c'est l'Algérie. Quatrième, c'est la Tunisie. Cinquième, c'est le Botswana. Sixième, c'est la Ça veut Libye. dire que nous Et sommes capables. ainsi de suite. Tous ces pays n'ont aucune garantie de la France, aucune garantie d'une puissance étrangère, et ces pays se débrouillent très bien. Maintenant, si on enlève l'indice de développement humain, quels sont les 2 pays les plus puissants de l'Afrique? C'est le Nigeria. Le Nigeria n'a pas besoin de la tutelle d'une puissance étrangère, n'a pas besoin de l'Angleterre, etc. Donc nous disons, quand on dit l'argent est le nerf de la guerre, c'est de ça nous parlons avec sérieux. Donc il faut arrêter de se faire peur. Pendant longtemps, la France a dit qu'elle nous portait dans un cocon monétaire pour que les pays africains utilisateurs du franc CFA avancent plus vite que s'ils étaient laissés à eux-mêmes. La réalité, elle est autre. La réalité, elle est autre. Agboou est l'invité de Écho de Paris. Alors, c'est l'auteur de ce livre. Alors, ce livre a une histoire, tout comme son auteur. Nicolas Agboou, alors toi, tu es ivoirien, ça s'entend, docteur en économie politique. Tu as enseigné pendant très longtemps à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, Oui. en Côte d'Ivoire. Ça fait 30 ans que tu es en France. Alors, raconte-moi les circonstances qui t'ont amené à rentrer au pays en 1982 et à revenir en 1989. Bon, disons de façon simple, parce que je ne voulais pas quand On ne va même... pas tout dire. Voilà, On va je pas ne tout vais pas dire. me polariser sur ça, c'est-à-dire la manière d'expliquer l'économie aux enfants ivoiriens ne plaisait pas quelque part. Oui. Pourquoi? Voilà. Donc, il tenait Alors, des tu propos, étais déjà des révolutionnaire. propos subversifs, Ouais. etc. Par exemple. Parce que là, expliquer aux enfants pour dire que, bon, on ne développe pas un pays avec l'exportation des matières premières.
se contenter d'exporter les matières premières, c'est simplement s'appauvrir. Et expliquer tout simplement, le premier pays producteur mondial de cacao, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Mais, Oui, mais qu'est-ce qui dérangeait justement les autorités ivoiriennes de l'époque? parce que, bon, Dieu merci, il y a eu une évolution, mais n'oublions pas que les dirigeants africains, d'une manière ou d'une, en tout cas dans l'écrasante majorité des cas, sont mis là par la France. Donc, comme la France tire ses matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques de la France, non, de l'Afrique, le jour où les Africains vont prendre conscience qu'il faut qu'ils transforment chez eux toutes ces matières premières en produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté, la France pense qu'elle aura beaucoup, elle va perdre une opportunité. Donc, il faut maintenir ces Africains-là dans cette situation de subordination, faire par exemple des Africains ce qu'on appelle une réserve de main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Donc tout ça, dans le temps, ce genre de discours était mal vu. C'était subversif. Alors que c'est l'économie. Alors qu'aujourd'hui, c'est un discours qu'on entend. Il faut rapidement partout. fermer cette parenthèse. Donc moi, je me suis dit, bon, compte tenu de ça, le combat continue. Il faut reculer pour mieux sauter. C'est ça. Donc, c'est quand je suis revenu que j'ai commencé à réfléchir sur le problème du franc CFA. Donc, quelque part, je me dis que ce recul-là est positif. Alors, on va passer à une autre question, avant de revenir sur cette question du franc CFA. Waouh. Alors, la question, sais-tu combien d'enfants tu as? Oh, je ne sais même pas si c'est un rapport avec les francs CFA. Mais j'ai tous les enfants d'Afrique sous ma responsabilité. C'est pour ça que je ne C'est une belle façon de ne pas répondre là. Ça, c'est du politiquement correct. Ça. Voilà. Hein? C'est-à-dire tous les enfants d'Afrique sont mes enfants. C'est d'ailleurs pour eux que je me bats. Voilà. Non, mais je repose la question. Sais-tu combien d'enfants tu as? Bon. On va dire simplement que j'ai 4 enfants. 4 enfants. Voilà. Ok, ben c'est ce qu'on voulait savoir. Alors donc ce livre, tu l'écris quand tu es pratiquement contraint de quitter la Côte d'Ivoire, ton pays, et tu te dis, bon, il va falloir que je continue mon combat autrement en écrivant ce livre. Voilà. Donc pourquoi, et c'est ce que j'ai dit au départ, en fait, tu as été l'un des premiers intellectuels africains à aborder la question du franc CFA. Oui. Pourquoi le franc CFA? Voilà. Bon, d'abord, il faut tout de suite dire que, c'est après je l'ai appris, qu'il y avait un professeur camerounais, en la personne de Pouébi Tchouchang, qui avait écrit Monnaie et servitude, livre que je ne connaissais pas. Et au moment où il enseignait, c'était un Camerounais, mais il enseignait à l'université d'Abidjan, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire, j'étais en 2e année, etc. Et c'est en 1980, il a sorti son livre et après, on l'a purement simplement éliminé. Il a disparu. Il est mort. Bien. Et depuis, il y a eu un silence total. Oui, mais il est mort. Oui, il est mort, mais... Ainsi va la vie. Est-ce que c'est, encore une fois, la France qui l'a fait assassiner? En un mot, pour simplifier, il a été purement, simplement empoisonné. Il est mort dans des circonstances mystérieuses, jusqu'ici non élucidées. Donc, c'était une question à ne pas toucher. Jusqu'à ce que, en 1990 et 99, je sorte ce livre-là. Alors que je suis en France. Donc, les gens ont vu que je prenais de gros risques. Et c'est vrai. Mais personnellement, je ne sais pas, mais je n'ai jamais été simplement... Tu n'as pas été éliminé puisque tu es avec moi voilà, je me dis simplement que pour l'Afrique, c'est ce que je peux faire dans l'immédiat. Voilà. Donc, il y a beaucoup avec lesquels nous avons mené le combat. Et quand ils ont vu que c'est trop lourd, et ils ont eu peur, ils sont partis. Actuellement, je suis resté curieusement avec un Camerounais. Donc, vous êtes deux à vous être battus pour sensibiliser sur la question du franc CFA. M. François Ndengwe, qui a fait la 2e
la deuxième préface de la dernière édition, bon, nous sommes deux. Et j'ai dit, j'ai fait un constat. Parce que celui qui a fait la première préface, c'est Biogo. Biogo, un Gabonais. Grégoire Biogo. Et voilà, Grégoire Biogo. Donc, pour dire que dans un combat comme ça, nous ne sommes pas nombreux. Parce que ça fait peur. Ça fait peur, mais curieusement, la nature, pour ne pas dire Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, nous a enlevé la peur. Donc, on continue le combat. Et nous disons, au fur et à mesure que le temps passe, les gens commencent à comprendre. Parce que c'est un problème économique. Mais quand on parle un langage trop technique, ésotérique, les gens ne comprennent rien. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça justement que je t'ai invité dans cette émission. Oui. Le langage, je dirais, de la rue, faire comprendre à tout le monde que c'est l'argent. C'est de ça que nous parlons avec sérieux. Et il faut que tout le monde se mette dans ce combat. Maintenant, mentir sur le nom de Kofi, dire des méchancetés, je suis vacciné, ça ne me fait plus rien. Chaque matin, tu es vacciné? Oui, chaque matin, régulièrement. Il faut parler de Kofi pour faire le buzz. Là, dernièrement, le principe aussi, c'est de poser la question et écouter les réponses. Hein. Oui, oui. On n'est pas au tribunal. Mais le principe aussi, c'est que je te pose des questions, que je te titille et qu'on aille au fond des choses. Non, non. Donc, dès que j'ai répondu à cette question-là, on passe à la suivante. Non, non, c'est moi qui fixe les règles du jeu quand même, Kofi. Donc, je réponds à moitié. Non, vous m'interrompez. tu réponds comme tu veux. Ben voilà. Mais si j'ai des questions autres à te poser, je vais y aller. Donc, ça va, on va voir ce qu'on va voir. Ok. Professeur Nicolas Bohou est mon invité Écho de Paris. Nous parlons donc de l'écho, n'est-ce pas? Nous parlons d'économie. Professeur Nicolas Bohou est docteur en économie politique et il est l'auteur donc de cet ouvrage. Donc il faut vous le procurer, il faut le lire pour bien comprendre comment l'Afrique est sous emprise financière et économique de la France depuis très longtemps. Et elle est en passe d'en sortir, cette Afrique, puisque pour toi, c'est une petite porte qui s'ouvre, mais il y a encore des efforts à faire. Oui. La France doit faire, qu'est-ce que la France doit faire et qu'est-ce que les États africains, d'Afrique de l'Ouest, hein, parce qu'il y a aussi l'Afrique centrale qui doit réfléchir aussi à cette question. Voilà. Le président Macron a dit, eh bien, iront les amarres sous la pression de la jeunesse. De la jeunesse. Pour satisfaire la demande de la jeunesse. Ça veut dire, il est en train de dire aux Africains, c'est sous la pression de la rue que les changements, les véritables changements vont se faire. C'est ce qu'il a dit aux Africains. Et que la balle se trouve dans les mains des Africains. Parce que nous avons tendance à, comme on dit, à cogner nos dirigeants. Mais même si je ne mange pas avec eux, je dis que c'est un système. Un système dans lequel malheureusement, on obéit ou on perd sa place. C'est-à-dire, dans ce système, que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit n'importe qui, eh bien, on obéit ou on disparaît. Donc, il faut faire la pression et que les Africains doivent absolument s'organiser, surtout la jeunesse, car c'est de leur vie. C'est leur vie. De leur destin. Et que ce n'est pas en allant mourir dans les déserts africains, ce n'est pas en allant se faire esclave volontaire dans les pays arabo-musulmans, ce n'est pas en allant mourir dans les océans qu'on peut changer. Mais c'est en mettant... Mais ce n'est pas que le fait de la monnaie, parce que quelle que soit la monnaie, CFA, ECO ou une autre appellation décidée par les Africains, il s'agit aussi de gouvernance politique, de vision. On est entièrement d'accord. De vision, parce que il y a de l'argent en Afrique. Il y a de l'argent, il y a le Fonds monétaire international, enfin il y a les institutions de Bretton Woods qui donnent de l'argent à l'Afrique. Maintenant, la question c'est cet argent, comment est-il géré? Oui, c'est ça aussi la question. Parce que même quand l'éco, même quand le franc CFA deviendra éco pour l'Afrique de l'Ouest, si nous continuons à gérer l'argent de cette façon, ça n'aura servi à rien. On est entièrement d'accord avec tout ça. Ça, c'est ce que j'appelle les problèmes internes. Ce n'est pas parce qu'il
ceux qui ont la souveraineté monétaire, y compris même la France, qu'il n'y a pas des détournements de fonds, tout ça. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je dis, quand on est dans un combat international, il faut être unis. Ce n'est pas un détail. Donc, détail. Ce que je veux dire, en ce qui concerne l'éco, il y a des revendications à faire. Parmi ces revendications, je voudrais souligner tout de suite l'exigence d'imprimer en Afrique, aujourd'hui le franc CFA, et demain surtout l'euro. Oui. Pourquoi? Parce que... L'éco. Pardon, l'éco. Parce que si l'éco est imprimé, si l'éco continue d'être imprimé à Chamarès, parce qu'ils sont restés muets, voilà. Donc, ce que les Africains doivent demander, c'est imprimer l'éco en Afrique, pour plusieurs raisons. Et je vais citer quelques avantages. Oui. D'abord, l'imprimerie crée des emplois. Oui. Donc, ces emplois-là seront désormais en Afrique. Deuxièmement, le coût de l'impression. Rappelons tout de suite que quand les Africains demandent pendant 100 000 milliards de francs CFA, la France va imprimer et va se faire rémunérer 25% de ces 100 000 milliards, c'est-à-dire 25 000 milliards de francs CFA. Or, ces 25 000 milliards de francs CFA, la France n'en a pas besoin parce qu'elle n'utilise pas le franc CFA. Donc, elle est convertie en euros et ça lui fait pratiquement 38 milliards d'euros qu'elle puise dans les comptes d'opération qu'elle-même gère. Donc, si l'impression se fait en Afrique, tout ça sont des économies à réaliser. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on dit la banque crée de la monnaie pendant les moments suivants, lorsqu'elle accorde des crédits et surtout lorsqu'elle convertit les devises en monnaie locale. Ici, ça sera l'éco. Donc, si l'éco... C'est très bien tout ça. Oui, mais je vais expliquer. Oui. C'est-à-dire l'éco, si l'éco se produit en Afrique, ça veut dire quand les Africains vont vendre à l'extérieur et obtenir ce qu'on appelle les devises, ces devises seront conservées en Afrique et en lieu et place, on va produire de l'éco et donner ça aux Africains. Ça ne sera plus dans les mains de la France. Ça, c'est première occasion. Deuxième occasion, quand il y a transfert de fonds fait par les membres de la diaspora dans l'état actuel, quand on envoie des multiples millions ou bien milliards en Afrique, on ne paye pas les parents avec les dollars. C'est bien en francs CFA. Il y a un pays, un seul, qui convertit ses devises en francs français. Non, en francs CFA. Demain, si ce n'est pas fait, et si c'est fait en Afrique, eh bien, les transferts de fonds, les devises liées au transfert de fonds seront maintenues en Afrique et les Africains pourront, en lieu et place, produire de l'éco. Troisième avantage, c'est que quand les pays africains s'endettent, ils vont faire un emprunt. L'emprunt, c'est libellé en devises. Mais ces devises obtenues pour convertir en CFA, c'est un pays. Et un seul, c'est la France, grâce aux apports des Africains. Donc, il faut restituer aux Africains les stocks d'or qui sont ici en France et aussi les avoirs en devises des Africains. Il faut restituer. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on supprime. Ça, c'est un autre combat. Non, c'est le même combat. Oui. C'est le même combat. Donc, pour nous résumer, nous disons, c'est la même France qui hier a supprimé l'esclavage, l'a rétabli avant de l'abolir encore et transformer ça en colonisation. Il faut savoir faire attention. C'est la même France qui hier a dit, bon, on vous donne l'indépendance politique et qui a transformé en France-Afrique. C'est la même France qui hier a dit, on vous donne une monnaie qu'on appelle le franc CFA qui est devenue en fait du nazisme monétaire. Et c'est aujourd'hui encore, c'est la même France qui dit, on va moderniser le franc CFA pour que ça soit appelé l'éco. Et à partir de là, il faut dire que, puisque c'est la même France, eh bien, il faut prendre des dispositions. C'est pourquoi nous disons qu'il faut exiger non seulement les tests fondamentaux qui expliquent le mécanisme de fonctionnement de l'éco, mais surtout que la jeunesse africaine, à qui on a montré la voie du combat, il faut qu'elle soit
effectivement dans le combat, et je ne dirais pas Et seulement elle la est. dame, Elle est dans le toute combat. la population africaine pour permettre aux dirigeants africains d'avoir la force de lutte et puis libérer le pays. Parce que la politique qui est menée, c'est ce qu'on appelle la politique du troisième homme. Le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce, c'est la France. Le deuxième pays et le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains que la France envahit. Mais pour y parvenir, il faut un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains que la France utilise et qui appuie sur la gâchette pour tuer leurs propres frères et sœurs. Voilà le système. Ce sera l'objet d'un autre débat. Nicolas Agbohou, professeur Nicolas Agbohou, merci d'être passé sur Vox Africa. Vous regardez Écho de Paris. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez avec nous. Merci. Heureusement que Francis Olilo il est venu pour combler ce manque pour tous ces élèves qui voudraient, ces futurs coiffeurs qui voudraient un jour exercer leur métier correctement. Alors, je suis Francis Olilo, directeur de l'école Olilo Paris. Quand on vient dans cette école, on trouve vraiment ce qu'on vient chercher. Tous les entrepreneurs, des artisans, que ce soit que vous soyez au niveau de la restauration, que vous soyez au niveau de la beauté, tout ce que vous voulez. Il y a une synergie à créer en fait. Je vous donne un rendez-vous tous les mois sur Écho de Paris sur Vox Africa.